matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir François Bousquet, journaliste, éditeur, rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie et auteur de ce livre, Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite, collection Livre Noir. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être ici avec nous en studio. On est moi. ravis de vous entendre et de vous voir. Oui. Édition La Nouvelle Librairie, l'avais-je précisé? Je ne sais pas. Alors, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, ça ne va pas plaire à nos amis antifascistes. C'est un sujet qu'on n'aborde jamais. On le voit bien encore avec l'affaire de Crépol aujourd'hui, de Thomas. On n'a pas le droit de parler de racisme anti-blanc. D'ailleurs, ça n'a quasiment jamais été étudié. Vous le rappelez dans votre livre, il y a juste eu une étude de l'INSEE, et nous en parler juste après. Donc, sujet totalement tabou. Mais moi qui m'a fait penser, j'ai lu votre livre, il y a une quarantaine de témoignages. Qui sont très forts, qui parlent d'une vraie vie, d'une vie dont on ne parle pas, qui parlent des Français et de ce qu'ils n'osent pas dire tout haut. D'ailleurs, vous avez été contraint de changer les noms. Et ça m'a fait penser à la France Orange Mécanique. Et la France Orange Mécanique de Laurent Burton, c'était il y a 12 ans. Ok, ouais. C'est-à-dire une espèce de rappel de la réalité, une révélation de la réalité qui ressort, qui est écrite et en fait, vous avez recensé cette recension, le fait qu'elle soit multipliée comme ça, permet un choc de réalité. François Bousquet, d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de votre démarche? Pourquoi vous êtes installé dans cette démarche et cette enquête, et ensuite allons sur ce sujet tabou et on va peut-être raconter un peu les témoignages. Oui, vous l'évoquez pour la question de l'interdit. Sur la question Orange Mécanique, merci Clémence. À la fin du bouquin, je fais un florilège sur 3 à 4 ans d'actes à caractériser de racisme anti-blanc. Mais le bouquin sont vraiment des témoignages. Pourquoi? Parce que c'est une chambre d'écho qui n'est jamais écoutée, qui n'est jamais entendue, avec des souffrances très très lourdes. Des cures chez les psys pour certains des témoins que j'ai pu faire parler. Ou des fuites dans d'autres pays, beaucoup disent qui sont partis ailleurs. Certains, ouais, un est parti aux antipodes, en Océanie, un autre en Espagne, là pour le coup je peux le dire, où il est devenu chef sommelier, alors que c'est une famille d'origine italienne, mais né à Lyon, élevé à Villefontaine, ville ouvrière, ville industrielle à 40 km de Lyon, au sud de Lyon, massivement grand remplacé, et confronté il y a 20 à 30 ans déjà, je parle il y a 20 ans, confronté au racisme anti-blanc, dans le cadre scolaire, dans la rue, dans le ramassage scolaire. Le ramassage scolaire est un énorme angle mort, parce que même les enfants dont les parents ont fait en sorte de protéger leurs enfants en les mettant dans le privé catholique, ils doivent prendre quand même néanmoins les transports, donc le ramassage scolaire. Ou Rosa Parks, quand Rosa Parks à Montgomery a refusé de céder sa place, il y a 50 ans de ça, ou même sinon plus, 60, 70 ans, a cédé sa place à un blanc, c'est le début du mouvement civique, des droits civiques aux États-Unis. En France, il y a un nombre de collèges qui s'appellent Rosa Parks, c'est vertigineux. Or, dans le ramassage scolaire, Rosa Parks aujourd'hui est blanc ou blanche. Donc c'est cette réalité-là qui passe sous les écrans radars. C'est des gens que j'ai croisés à la Nouvelle Librairie, que j'ai rencontrés par des amis d'eux. Vous avez fait un appel à témoignage? J'ai fait un appel à témoins sans Damien Rieu et Ève de Souche, Pierre Sauterelle. J'aurais jamais pu avoir certains témoins, vraiment des témoignages bruts, lourds, poignants, où moi je chialais en écoutant mes témoins, je chialais avec les témoins, tellement c'est quelque chose de lourd, de massif et de totalement occulté. Vous l'avez dit, c'était votre introduction. Il est interdit, il ne peut pas y avoir, dans un raisonnement logique développé par les sciences sociales, il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc est une impasse logique. Or, la réalité montre exactement l'inverse. Il y a un interdit massif, c'est même pire que ça. C'est la double peine, à mon sens, pour les gens qui sont affectés et victimes de racisme anti-blanc. Ils ne sont pas défendus par l'institution scolaire. Donc non seulement ils sont victimes, ils ne sont pas défendus. Et même les antifascistes, ou disons la gauche progressiste, pour laquelle il y a véritablement un privilège blanc, c'est un privilège métropolitain, un privilège progressiste. Que vous appelez les grands blancs. Les grands blancs, voilà, par rapport aux petits blancs que nous sommes. Il y a un mécanisme d'inversion accusatoire. Si vous êtes victime de racisme anti-blanc, vous êtes d'extrême droite. Donc si vous êtes d'extrême droite, vous êtes un raciste. Donc les victimes sont dans un piège de sémantique, un piège de sophistique, dans lequel elles ne peuvent pas se défaire. Elles ne peuvent pas s'en défaire, d'autant moins qu'elles n'ont pas de conscience identitaire. Alors ça c'est très important, vous en parlez aussi, cette conscience, c'est-à-dire que pendant longtemps, ces personnes-là ont intériorisé le fait qu'elles ont comme gommé leur identité. Voilà. Alors qu'en face était extrapolée une identité. Voilà, oui. Et que finalement, c'est au moment où on les a
agressés en tant que blanc, petit blanc. En fait, cette agression leur a, d'une certaine façon, été révélatrice de leur propre identité, alors que peut-être eux-mêmes n'avaient pas conscientisé qu'il y avait une différence là où les autres. Non, il n'y a pas de différence parce qu'il est, là encore, il est interdit de concevoir, d'intérioriser l'idée qu'il puisse avoir une conscience identitaire. Nous sommes universalistes. Nous avons vocation à accueillir la terre entière. Donc ces jeunes gens sont d'abord, dans un premier temps, désarmés, stupéfaits. C'est la sidération quand ils sont victimes en 6e, 5e, 4e, aujourd'hui même un peu plus tôt. En primaire, surtout pour des actes musulmans, donc alouf. On a eu quelques témoignages à la télévision. Dimitri Pavlenko avait raconté que son fils, dans une école parisienne, il avait dû exfiltrer son fils d'une école parisienne. On parle de CM1, CM2 à la cantine parce qu'il était discriminé en tant que alouf, c'est-à-dire mangeur de cochon. Mais les vraies violences, les injures et les violences physiques, les vraies violences physiques, c'est en 6e, 5e, 4e. Pourquoi ? Parce que l'adolescence est totalement désinhibée. Donc, de tous les comportements que nous censurons, eh bien elle les assume. C'est à ce moment-là que les violences sont les plus fortes. Et la première réaction de mes témoins, c'est la stupéfaction. C'est qu'est-ce qui m'arrive ? Nous découvrons qu'il y a des gens qui nous aiment pas. Alors que nous sommes censés aimer la terre entière. Donc dans un premier temps, c'est ce vide identitaire. Qui ne nous aime pas pour ce que nous sommes, or nous ne savons même pas qui nous sommes, puisqu'on nous a prié de gommer. Oui, exact, c'est très juste le paradoxe que vous soulevez, c'est qu'ils nous reprochent d'être ce que nous ne sommes plus, ce que nous ne voulons plus être, c'est-à-dire des Français, des Européens, des Blancs, des chrétiens, des Juifs, parce qu'il y a également beaucoup de Juifs. À ceci près que l'antisémitisme, en général, est retenu comme circonstance aggravante, pas toujours, par les tribunaux. Alors que le racisme anti-blanc est très rarement. La justice rechigne à retenir la circonstance aggravante du racisme anti-blanc. L'affaire de Crépol est caractéristique de la façon dont on a effacé, vous l'évoquiez en début d'émission, dont on a effacé la dimension raciale, alors qu'elle est partout, quoi. Comme un sous-texte. Simplement, on ne veut pas voir le sous-texte. On le met. Je rappelle pour l'affaire de Crépol, je crois qu'il y a 8 témoins. 9 Clémence, il y a 9 témoins qui ont entendu l'insulte anti-blanche caractérisée. Un rapport de gendarmerie qui a été mis sous le tapis. Et il y a une vidéo sur Internet qui est caractéristique. Là, c'est pas blanc. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de témoignages en réalité parce que c'est Guerre. C'est putain de Guerre. Putain de Guerre. Et 5 secondes après, on entend attention, on plante. Donc la caractérisation raciste est manifeste, caractérisée. Or, les médias centraux, or l'institution judiciaire, parce que je parle de l'instruction, ne l'a pas retenu. Et c'est un grand classique des rares affaires de racisme anti-blanc qui sont passées devant les tribunaux. Mais il faut aller encore au-delà. C'est que si on s'en tient à une définition juridique du racisme, des insultes, enfin des injures, des discriminations ou des violences, en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, c'est la formule juridique, à une race, à une religion, à une nation. L'insulte sale français n'a jamais été retenue par la justice. Ça n'est pas une insulte raciste. Jamais. La justice, il n'y a pas de jurisprudence sur ce cas-là. Ça, on l'entend. Et Dieu sait si on l'entend, elle est toujours assortie avec sale blanc, sale Guerre. Or, pour moi, pourquoi je fais aussi l'enquête ? Parce que c'est un bruit de fond. Je me rends compte que dans mon entourage, je ne parle pas de violence raciste explicite, avec des gueules démontées. C'est des témoins que j'ai eus, là. Les types ont été... Alors je vous laisse imaginer les souffrances psychologiques qu'ils endurent. Mais c'est le bruit de fond de notre société, dans tous nos entourages. On a au moins quelqu'un qui a eu droit à un sale blanc. Alors évidemment, il le laisse passer, parce qu'on le laisse passer. On a tellement intériorisé que ça n'était pas du racisme, que ça n'était pas important, qu'on l'oublie. Donc c'est le base de l'enquête. Je pense que vous évoquiez une enquête de l'INED et de l'INSEE. Tous nos organismes... Qui est donc la seule, vous dites, en fait, il n'y a jamais eu d'enquête sur le racisme anti-blanc. Il y en a une qui, c'est un peu. Non, il y a eu des commissions. Voilà, il y a eu des commissions, la commission Stasi au début des années 2000, où des témoins, on parlait de racisme anti-blanc, des directrices d'école. On dit que les derniers élèves blancs avaient quitté leur lycée. Il y a eu un commissaire que François Hollande a limogé en 2012, qui pointait ça, mais des études, il n'y en a qu'une seule. Elle a été diligentée et pilotée par l'INSEE et l'INED en 2008-2009. Sur un échantillon de... Alors, même l'étude n'est pas claire, pour tout vous dire, Clémence. Tout a été fait pour la maquiller. Tout a été fait pour l'euphémiser. Mais l'INED et l'INSEE ont osé isoler dans leur échantillon une catégorie qui s'appelle la population majoritaire. C'est ça. Donc on ne parle pas de blancs ou de français. On n'ose jamais parler de questions blanches. Donc on est au cœur des faux-semblants et de l'hypocrisie. C'est que le problème est là, je le redis, c'est du sous-texte. C'est comme un feu qui couve. Il n'y a pas d'incendie. C'est comme une tourbière en quelque sorte. Tout le monde y pense, mais on n'en parle pas. On ne dit pas le nom. On a effacé le nom race de la Constitution. Attendez, donc, parce que là vous êtes allé un peu vite sur cette. Je reviens. Sur la population majoritaire. La population majoritaire. Qu'est-ce qu'il dit sur la population majoritaire ? C'est
C'est Volène Nolens, hein, les Blancs. C'est les gens nés de parents en métropole, hein, à l'exclusion des DOM et des TOM, hein, et des enfants, petits-enfants d'immigrés. Donc ils disent que 17% des membres de cette population majoritaire... C'est pire que ça, Clémence. C'est que dans la même étude, hein, qui remonte à 2008-2009, et pour laquelle il y a eu un livre et un article. Hein. Dans l'article, c'est 17%, et dans le livre, 15%. Déjà, il y a un problème. Hein, et un des deux directeurs de l'étude a disparu entre-temps. On a pu dire que donc, à partir de 15%, il y avait un Français sur 7 qui était victime de racistes, à partir de cet échantillon de plus de 20 000 personnes. Hein. C'est ce qu'avait dit Laurent Béchade, qui avait créé, à la fin des années 2010, un institut contre le racisme anti-blanc. Qui a été immédiatement... Ces 15 et 17% décrit membres de la population majoritaire donc sensibles d'un mais c'est pire que ça. C'est pire que ça quand vous regardez dans le détail l'enquête. Hein. Je le redis, l'enquête, tout a été fait pour la maquiller. Moi, la formule que j'emploie, c'est que le démographe est un médecin légiste, hein, qui a un cadavre qui est charcuté, qui est égorgé, entrelardé de coups de couteau, et qui nous dit il est mort de sa mort naturelle dans son lit. Voilà. C'est ça, fait lien avec la chronique d'avant. Ouais, c'est ça. Le racisme anti-blanc entre dans la lessiveuse, hein, ou la centrifugeuse de l'INSEE et de l'INED, hein, et ressort blanchi en quelque sorte, si je puis dire. Voilà, il n'existe pas. Mais on ne parle que des catégories non paupérisées. Dans la même enquête, les catégories paupérisées, c'est 24% de la population française qui dit avoir été victime de racisme. Hein. Donc les catégories paupérisées. Donc simplement, là, le petit blanc, justement. Le petit blanc de la France périphérique qui vote Marine Le Pen, hein, c'est le petit blanc. Le gueux, qui n'a pas le droit d'avoir de voiture. Voilà, qui n'a pas de voiture d'ailleurs, mais qui n'a pas de problème parce qu'il n'a pas de voiture. Non, ils ont tous des voitures, on va le lui apprendre. Hein. Mais qui ne passent pas le contrôle technique, hein, et dont certaines ne sont pas assurées. Les derniers blancs, alors moi c'est les derniers blancs que j'ai rencontrés de Vénissieux. Alors c'est pas à Vénissieux, mais à Vénissieux, il y a eu un papier dans le Figaro il y a 3-4 mois, racisme anti-blanc, c'est monnaie courante, dit un témoin. C'est parmi les derniers blancs. Donc moi j'ai rencontré les derniers blancs aux Ulysses, aux Mureaux, dans la grande banlieue parisienne, dans la banlieue lyonnaise, hein, qui sont confrontés à la pression migratoire, à la pression de l'islam. Là ils sont vraiment les derniers. C'est les derniers, il y a deux solutions pour eux. Il y en a pas d'autres. Hein. Soit ils résistent, hein, parce qu'ils n'ont pas pu faire le white flight, hein, donc la fuite des blancs. Si les blancs sont partis, c'est pour cette raison-là. Certains pour des raisons familiales, parce qu'il y a un divorce, parce qu'ils sont dans la dèche, parce que rien ne va, quoi. Ils ont été obligés de rester. Donc de deux choses une, soit ils s'assimilent à l'envers, hein, c'est le cas majoritaire. Ça, c'est le cas majoritaire. C'est des gens qu'on ne voit plus, qu'on a perdus. Ce sont des femmes voilées, des femmes d'origine portugaise, italienne, serbe. Vous avez des femmes russes. Hein. Je ne rêve pas, hein, des femmes russes. J'ai des témoignages personnels autour de moi. Dans la grande banlieue, ou à Brest, ou n'importe où, à Bordeaux, à Marseille, etc. Vous les entendez, elles parlent avec un français parfait, puisqu'elles sont nées en France de parents serbes, espagnols, portugais, elles sont voilées. Et elles parlent de l'islam. Ou alors, c'est la racaillisation à la Ribéry. Donc, la Scarface, comme ça qu'on l'appelait. Donc, c'est des gens qu'on perd et qu'on ne revoit pas. Et les rares types qui ont résisté, j'ai essayé de faire des témoignages avec eux. Moi, j'ai un témoignage d'un gars aux Ulysses et à Évry, au Parc aux Lièvres. Le Parc aux Lièvres, c'est là où le film Athéna a été tourné. Enfin, le film Athéna, c'est le film Athéna pour Netflix. Hein. Il est seul. Hein. Donc, lui a décidé de résister, mais ça veut dire que c'est ce qu'il me dit. Il reste lui-même. Non, se radicaliser. Je découvre que quand vous êtes un garçon, et si vous ne voulez pas vous assimiler à l'envers, c'est-à-dire musulman ou à défaut dhimmi, quoi, parce que c'est les deux statuts qui s'offrent à vous, mais en général, vous allez jusqu'à la conversion. Si vous refusez la conversion, c'est la bagarre, c'est le clash, la confrontation. Et donc, moi, le gars me dit que... entre 12, 13, 14 ans, il a fait une 50aine de bagarres lourdes. Hein. Alors, il est devenu skinhead. Hein. Je découvre les skinheads. Hein. Moi, je m'en approchais en reculant jusqu'à présent. Enfin, c'est plus le phénomène skinhead. Hein. Mais la seule façon pour lui de résister, c'est d'adopter les codes skinhead, Doc Martin, hein. Devenir un peu hooligan. Parce que sinon, il est absorbé par l'univers environnant. Oui. Donc, c'est le radicalisme à l'envers, quoi. C'est l'effet miroir. L'effet miroir. Oui. Et pour les filles, j'ai pu avoir un témoignage d'une fille, hein, qui a 27 ans, aujourd'hui, qui est assistante maternelle, hein, qui s'appelle Chloé, enfin c'est un pseudonyme, hein, à Vigneux-sur-Seine. Et elle, c'est terrible pour une fille, hein, parce que en 6e, elle est injuriée, en 5e, elle est battue. C'est elle qui a eu le coup de couteau, là, sa voisine qui a eu le coup de couteau dans le cou. Non. Le couteau dans le cou. Non. On a fait que la molester, que lui taper, lui donner des coups de pied. On lui interdisait de s'installer à la cantine à tel ou tel endroit, dans le préau à tel ou tel endroit. Enfin bref, dans un lycée à Vigneux-sur-Seine de 500, le lycée Paul-Éluard
Vigneux-sur-Seine de 500 élèves, hein, totalement remplacé par une migration extra-européenne où il y a une dizaine de blancs. C'est l'enfer. C'est beaucoup, hein, parce que j'apprends c'est l'enfer, c'est l'enfer, voilà. Je voudrais qu'on donne un peu de concret, encore plus, je veux dire, de concret, parce que c'est vraiment la force aussi de votre... Il y a évidemment une force d'analyse, François Bousquet. Mais c'est surtout les témoignages. Mais les témoignages sont très très forts, et je veux dire, c'est un rappel à la réalité, tout simplement, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, d'abord, qu'on sache de quoi on parle, là je crois qu'on est en Seine-Saint-Denis, vous avez des professeurs aussi en témoignage, et qui vous expliquent, voilà, sur des classes donc de ZEP en éducation prioritaire, hein, de 23 ou 24 élèves. Alors là, vous donnez les ethnies, sont composées en moyenne de 40% d'Africains, 40% d'Arabes. Sur les 20% restants, 2 Indiens ou Pakistanais, un Asiatique et parfois un Blanc, généralement primo-arrivant d'Europe de l'Est. On revient sur l'histoire des Serbes dont vous parliez tout à l'heure. Je peux témoigner également de ce sujet-là. C'est pas les petits Français en général, c'est plutôt des Serbes ou l'Europe de l'Est qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Si vous permettez, Clémence, c'est que toute la farce de la mixité sociale, là encore, euphémisme. Quand les gens disent mixité sociale, on parle de mixité raciale. C'est ce à quoi ils pensent et c'est ce dont ils parlent. Ne marche pas. Il y a quelques blancs, dans tous les endroits que j'ai fréquentés, c'est marginal, c'est dérisoire. Et ce sont les boucs émissaires. Ils ne sont pas attaqués. Si se taisent. Moi, le témoignage presque le pire, à mon sens, c'est Argenteuil. C'est un professeur arabe qui me dit ça, Younes, le professeur d'histoire. Argenteuil, il me dit qu'il a eu 3 cas de personnes qui ont refusé de s'intégrer. Un petit blanc qui s'est fait massacrer en 5e, 6e, 5e, 4e, jusqu'en seconde. Et en seconde, au lycée, il vient avec un taser à l'école. Donc il devient encore plus violent, c'est le phénomène skinhead que j'évoquais, que les gens qui l'agressaient. Une fille qui, toute l'année, a pris des insultes, a été brocardée, violée à la fin de l'année. Elle ne dépose pas plainte. L'école ne dépose pas plainte. C'en est fascinant, quoi. Et un juif, avant le 7 octobre... Elle est violée à l'école. Elle est violée en dehors de l'école, lors du cadre d'une fête scolaire de fin d'école. Mais c'est dans le cadre scolaire qu'elle est violée par les camarades de classe. La chose est sue. Elle ne porte pas plainte, l'école ne porte pas plainte. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont refusé de s'assimiler à l'envers. Dès que vous assimilez à l'envers, c'est-à-dire que c'est ce que me dit le professeur et d'autres professeurs, c'est que vous avez des non-musulmans qui ne mangent pas de cochon. Vous avez des non-musulmans qui font le ramadan. Bon, s'ils ne le font pas, ils se font péter la gueule, je veux dire. Mais simplement, ils ont tellement intériorisé la culture, la dynamique de la culture dominante, par absorption, par capillarité, qu'ils sont devenus pareil à leur univers environnant. Donc c'est ce qu'on appelle l'assimilation. C'est l'assimilation, simplement, elle est à l'envers. Et elle fonctionne très très bien. Et ce que je pointe également sur cette question du racisme anti-blanc, donc je le redis, c'est un phénomène à mon sens massif. La preuve en est, c'est les témoignages dans nos entourages respectifs, même si ça ne va pas jusqu'à des violences physiques, forcément, mais ça y va, occulté. Et je pense même que c'est si banalisé que c'est devenu presque la norme aujourd'hui. Et je m'appuie sur une théorie économique qui est la théorie des opportunités criminelles économiques. Je la dis parce qu'elle est assez fascinante, je trouve, à mon sens. Pour qu'il y ait crime et rentabilité dans un crime, il faut qu'il y ait des cibles vulnérables. La cible vulnérable, c'est le bas de bout fragile. C'est le petit blanc fragile, c'est la petite blanche fragile. Il faut qu'il y ait des criminels motivés. Deuxième condition, les criminels motivés, c'est une immigration extra-européenne assez conquérante. Et la troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait des gardiens démotivés. Et c'est presque la plus importante pour nous. Le racisme anti-blanc, le gardien est démotivé parce que ça n'existe pas. Donc comme ça n'existe pas, eh bien on l'encourage. De fait, on l'encourage, vous ne serez pas puni. J'ai pu rencontrer un témoin à mon sens aussi exceptionnel. On l'appelle Lyon. À Lyon, pardon, on l'appelle Paul. Il devient Ibrahim. Il me le dit moi-même, je deviens Ibrahim. Il est massacré en 6e, 5e, frappé, insulté, comme Gouer, comme petit blanc. C'est une des insultes, une des insultes pour blanc, occidental, etc. Donc il fait ce que font tous mes témoins. Gouer, c'est aussi l'insulte contre Thomas Crépol. Il y a blanc, mais il y a également Gouer à Crépol. Eh bien, Paul me dit que qu'est-ce qui se passe comme je me fais taper à l'école, je commence pas à fuguer, quoi, mais bon, je passe mes journées dans la rue, à traîner, je vais plus en cours, je sèche, quoi. Et petit à petit, il est happé, lui qui est victime du racisme anti-blanc, il est happé
par l'univers maghrébin. Ses traits physiques s'y prêtent, hein, et petit à petit devient un petit voyou, un petit délinquant. Et il se fait appeler Ibrahim. Paul, hein, il n'est pas converti, il se fait appeler Ibrahim. Et il me dit très clairement, oui, mes copains arabes, quand on voyait un blanc, on disait, oh, putain, il y a un petit blanc là, on lui fout une claque, comme ça, gratuitement. Tiens, le petit Gouer, il a une chaîne en or, il le lui arrache en lui faisant une balayette. Hein. Donc lui-même est au cœur de ce mécanisme. Hein. Alors, si vous le racontez, c'est qu'il a changé depuis. Il est à Lyon populaire, hein, et puis il s'est repolitisé, et puis il a vu qu'il était devenu un zombie identitaire, hein, parce que tous ces convertis sont des zombies identitaires. Hein. Ce sont des fantômes, ils ne savent plus où ils sont. Donc, hein, mais je ne veux pas les accabler. Dans un univers violent, la pression est telle, hein, pour les filles, entre autres, c'est le risque du viol. Vous n'avez pas envie de vous faire violer dans une cave. Hein. Donc il vaut peut-être mieux revêtir un voile, hein, et que la petite fille d'une immigrée portugaise, hein, devienne musulmane, hein, et épouse un musulman. Comme ça, elle sera protégée de fait dans ces univers-là. Donc c'est ce que je décris, ce qu'on ne veut pas voir, ce que l'institution universitaire ne veut pas voir, hein, parce qu'elle nie de manière virulente. Ça vous le dites aussi, il y en a quelques-uns, Younes et d'autres qui témoignent, qui sont quelques résistants, mais vous dites en grande majorité, l'univers de l'éducation nationale, et malheureusement ça se passe beaucoup dans les écoles, a complètement largué les amarres, et ça va même plus loin, c'est que parfois ils participent de la violence. C'est ce que vous dites, les nouveaux recrutés, les contractuels, etc. Sont eux-mêmes issus de cette immigration et sont eux-mêmes violents parfois. Voilà, les AED, les assistants d'éducation, on le voit dans le 93. Hein. D'abord, il n'y a plus aucun Européen dans les AED, donc c'est les pions, pour le parler dans le langage commun qui était le nôtre quand on était les surveillants, les pions, les animateurs, qui sont censément là pour faire la surveillance. La surveillance pendant la cantine. Non, au contraire, eux molestent des élèves, à telle enseigne qu'un des profs qui témoigne, collège REP+, donc Réseau Éducation Prioritaire Plus, hein, à Bobigny, dans le collège République, hein, c'est le collège dont vous évoquiez les chiffres, hein, et qui a été pour moi un cicérone, parce qu'il m'a ouvert quantité de portes dans cet univers des corps enseignants, dans la salle des classes, hein, me dit que lui, dans son école, des AED ont déjà été, donc des pions, des assistants, ont déjà été licenciés pour faute grave, hein, pour violence. Hein. Donc même l'AED était une racaille. Hein. Et je pense, hein, c'est ce que me dit un autre prof, hein, que c'est un choix délibéré de l'éducation nationale. Hein. C'est un choix délibéré de l'éducation nationale parce que elle veut la paix sociale. Hein. Donc elle veut la paix scolaire et donc elle veut la paix sociale. Hein. Vous croyez qu'elle cherche les grands frères, mais est-ce que c'est pas aussi parce que de toute façon il y a plus personne ne veut être prof. Alors là c'est les AED, plus personne ne veut. Vous avez. Mais simplement c'est ce que me dit un prof. Hein. C'est ce que me dit un prof qui n'a pas été confronté lui au racisme anti-blanc. Un prof des Bouches-du-Rhône, mais qui est aussi un ami là pour le coup. Lui pense, hein, que dans les concours, il y a un tri qui n'est pas fait. De toute façon, tout est fait sous la table. L'éducation nationale, tout est fait sous la table. C'est tous les témoignages que j'ai. Dès qu'il y a une affaire de racisme anti-blanc, anti-juif, anti-chrétien, etc., on exfiltre l'adolescent. Et si c'est un prof, j'ai même un prof, mais il ne veut pas témoigner parce que Blanquer a tout fait pour verrouiller la parole des profs. Ce sont des fonctionnaires. C'est le fameux pas de vague. Voilà, pas de vague, droit de réserve. Donc tout est fait pour bâillonner et museler la parole des profs. Moi, j'ai même un prof qui a été changé, qui a été accusé de racisme, c'est surréaliste, hein, par les syndicats Sud Éducation, dont je rappelle dans le bouquin que les syndicats Sud Éducation encouragent, hein, des réunions en non-mixité. Là encore, c'est un racisme légal, hein, parce que le racisme, c'est comme le tri sélectif, hein, il a géométrie variable, hein, donc il y a un bon racisme que pratique Sud Éducation, il y a un mauvais, celui que je dénonce dans le bouquin. Ouais. François Bousquet, est-ce que vous pouvez nous donner, pour terminer, peut-être le témoignage qui vous a le plus marqué? Il y en a beaucoup. Alors moi, il y en a un. Moi, vraiment dans un chapitre qui s'appelle Zone interdite. C'est les témoignages pour moi les plus lourds. Hein, les filles, il y a une fille et 4 garçons. C'est vraiment les plus lourds parce que il y a des séquelles psychologiques. Hein. C'est ce que me dit un des témoins qui n'a pas été confronté à ça. Mais c'est une chose qu'on vous refuse un appartement. C'en est une autre quand on vous éclate la tête contre le macadam en vous traitant de sale blanc. Ça vous réveille la nuit pendant des années, quoi. Donc c'est ces gens-là. Mais moi, le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est pas dans ce chapitre-là. C'est un petit jeune, hein, qui a fait toute sa scolarité à l'étranger et qui est revenu en 4e en France, à Crépy-en-Valois. Donc au nord de Paris, il y a 1 heure en TER de Paris, que j'appelle Nicolas. Et qui lui a été harcelé, insulté, battu pendant 1 année.
Il comprenait pas du tout cette violence, hein, parce que alors lui c'est la configuration typique. Et il me dit que il a enterré cette. Il y a eu un phénomène de déni psychologique. Notre système immunitaire est parfois mal fait, et son système immunitaire, si je puis dire, psychologique, hein, lui a fait refouler toute la violence qu'il a pu subir pendant une année. Oui, bah, comme les filles qui sont violées, qui oublient. Voilà, ou ce genre voilà, de choses, ouais, c'est lui. Et il me dit, j'ai adopté la culture racaille. Je me suis j'ai fumé du shit, j'ai écouté du rap, j'ai porté la casquette, j'avais un sweatshirt et un survêt. Donc il est devenu comme son bourreau, comme ses bourreaux. Et il me dit qu'il ne s'est réveillé. Il a mis 20 ans à se réveiller. C'est ça qui est accablant. Il a mis ce garçon Nicolas, hein, qui débarque de nulle part, hein, qui se fait massacrer pendant un an, qui est dans un brouillard. C'est ce qu'il me dit. Je suis dans un brouillard pendant un an. Ma mère me récupère un jour à l'infirmerie. Je sais même plus ce qui se passe. Hein. Donc c'est presque un mort vivant. Et bien pendant 20 ans, il a pensé que Marine Le Pen était une ordure, que l'extrême droite c'était des nazis, et il s'est réveillé en 2015 avec les attentats. Il y a eu un choc psychologique qui s'est produit. Et il me dit c'est le syndrome de Stockholm. Moi je l'appelle ce syndrome le syndrome de Stockholmistan, parce qu'il y a beaucoup de victimes, hein, qui au bout de 20 ans ne permettent pas à ce retour du refoulé, de revenir et d'avoir conscience de ce qui leur est arrivé, quoi. Donc c'est le témoignage de Nicolas qui m'a le plus accablé, parce que le type se fait massacrer en réalité pendant un an, avec la participation, si je puis dire, c'est ce qu'il me dit, hein, sauf d'une prof, hein, complètement débordée, qui pleure en classe, hein. Mais j'en parle pas parce que on pourrait l'identifier. Le corps enseignant rase les murs, hein, ne veut pas voir ce qui se passe, hein. Voilà, donc c'est le témoignage de Nicolas qui m'a le plus accablé, parce que je me rends compte que c'est très très difficile, hein, de revenir d'une expérience aussi lourde de racisme anti-blanc. Voilà. Et je rappelle également dans le bouquin que seuls les blancs il y a eu des ratonnades anti-blanches en 2005-2006. Il y en a 2 qui ont été documentées, mais il y en a une que j'évoque qui n'a jamais été documentée. Quand je parle de ratonnades anti-blancs ou de lynchage anti-blanc, c'est que ce sont des scènes d'émeutes où des centaines, hein, sinon des milliers de blancs, hein, sont tirés par les cheveux. On leur donne des coups de pied, on leur vole leur téléphone portable et leur blouson. Lors des manifs contre la loi Fillon et contre la loi du CPE, du contrat première embauche, en 2005 et 2006. Mais je rappelle également une autre manif dont personne à ma connaissance n'a parlé, où il y a des scènes de lynchage collectif de blancs, hein, devant les journalistes, devant la police, hein, devant des services d'ordre, en l'occurrence de la CGT, qui sont débordés par une immigration extra-européenne qui cible délibérément des petits blancs. Donc c'est un phénomène. Pourquoi j'ai fait ce livre? Pour qu'on en parle enfin, voilà, pour que tout ce continent immergé, quoi, qui puisse enfin accéder à la lumière médiatique, hein. J'ai une dernière question, François Bousquet, parce que là, on voit donc ce racisme anti-blanc qui est à l'œuvre et appliqué par une population qui est de plus en plus présente en France, sur les territoires, mais c'est des retours de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui accusent la France d'appliquer un racisme étatique, moi, je vous poserais presque la même question. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une situation de racisme anti-blanc étatique? Et là, justement, j'élargis. Jamais reconnu dans la loi, vous l'avez dit, dans les juridictions. Mais même les ZFE, les DPE, mais mêlons sur le Covid. Et quand on avait eu ce signalement, on avait parlé à l'époque dans nos émissions, sur nos ondes, en gros, fallait aller embêter le petit blanc, contrôler, mais surtout pas aller dans les banlieues. Et il y avait eu ce mot d'ordre qui avait été donné. Et finalement, on est là. Est-ce que on veut, pour répéter les termes de notre cher président, faire chier? Il y a certains qu'on veut faire chier le petit blanc, entre guillemets, et d'autres, il faut les laisser tranquilles parce qu'il faut acheter la tranquillité. La paix sociale, et donc, de fait, y a-t-il un racisme institutionnel, étatique, mais pas dans le sens que certains voudraient entendre? Oui, moi, c'est ce que je dis dans le livre. Dans le meilleur des cas ou le pire des cas, il y a un antiracisme systémique, hein, puisque c'est vraiment la religion officielle de notre temps. On le voit en entreprise, on le voit partout, hein, avec le RSE et quantité d'autres choses. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Le logement social, etc. Mais ce 2 poids 2 mesures fait que je crois en effet, qu'il y a. C'est ce que me dit aussi le prof de Bobigny, le prof de
du Collège République à Bobigny, dans le 93, qu'il y a un racisme systémique contre les Blancs. On le voit en Angleterre, à travers le 2 poids 2 mesures, qui a été en Angleterre, c'est encore pire que chez nous, je veux dire. Oui, parce que peut-être rappelons la dernière actualité anglaise. Maintenant, les juridictions sont priées d'avoir une échelle de jugement plus dure pour les Blancs. Voilà, plus punitive et plus pour les Blancs et plus permissive pour les immigrés extra-européens du Commonwealth, là en l'occurrence. Donc il y a vraiment un 2 poids 2 mesures. Officiel. On le voit très très bien. Les crimes, les viols de masse qui sont atroces en Angleterre. On est vraiment dans les viols de masse, dans la configuration que j'évoquais tout à l'heure, sur l'activité criminelle routinière, parce que tous les éléments sont réunis pour qu'on viole les jeunes filles de la working class blanche anglaise. Et à côté de ça, eux sont punis. Ont pris 2 ans, certains ont pris 2 ans pour avoir relayé des posts appelant à la violence. J'en conviens, mais 2 ans, alors que des violeurs en série affreux ne sont pas condamnés. Oui, donc oui, je crois qu'il y a un racisme systémique anti-blanc. Vous l'avez évoqué, avec les Gilets jaunes, c'était encore plus frappant. Moi, je reprends la formule de Philippe Muret, c'est que dans toute société multiculturelle, ce qui est la nôtre, il faut un bouc émissaire, et ce bouc émissaire, c'est le plouc émissaire. Globalement, c'est les lecteurs de Marine Le Pen, de Dupont-Aignan, d'Éric Zemmour, de Philippot, d'Asselineau. Enfin bref, c'est tout ce bloc populiste qui aujourd'hui fait l'objet d'un traitement médiatique très condescendant. La fermeture de C8 le montre à merveille. Une des missions de l'Arcom, dans son cahier des charges, c'est de faire en sorte qu'il y ait une parité, et d'abord une parité sociologique, avant qu'elle soit ethnique, cette parité. Eh bien, la parité sociologique, l'Arcom est le premier à dire que les catégories populaires sont sous-représentées à la télévision. Elle a interdit la chaîne qui accueillait les catégories populaires. Donc oui, il y a à défaut d'un racisme tout court, un racisme de classe qui permet de dire qu'il y a un racisme systémique à l'encontre de la classe populaire blanche européenne. Merci beaucoup François Bousquet. Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite aux éditions La Nouvelle Librairie. Le nouveau livre La France Orange Mécanique avec justement actualisé avec malheureusement les avancées sociales que nous vivons et donc racistes que nous vivons. Ces témoignages sont très très forts, mais vraiment achetez-le, ça va être la référence, je pense, des livres d'enquête sur ce racisme dont on n'a pas le droit de dire le nom. Merci encore François Bousquet. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.